Il existe des armes que l'on conçoit pendant des années, que l'on teste, que l'on adopte officiellement. Puis un soldat sur la ligne de front prend un morceau de fil de fer, un bout de tuyau ou un tronc d'arbre trouvé dans la forêt voisine et fait mieux. Parfois l'armée punissait cela, parfois elle fermait les yeux. Et parfois, quelques années plus tard, elle intégrait discrètement l'invention du soldat dans la norme officielle sans jamais mentionner son origine. 12 histoires de ce genre. Le rondin d'auto-extraction. C'est le nom officiel donné à ce dispositif dans l'armée soviétique. Aujourd'hui, il fait partie de l'équipement standard de tout véhicule de combat à chenilles et se fixe avec des câbles spéciaux munis de mousquetons. Mais au début de la Seconde Guerre mondiale, aucune norme de ce genre n'existait. Les tankistes partaient simplement en forêt chercher un arbre adapté. L'idée est simple jusqu'au génie. Le char s'enlise dans la boue ou la neige, et le conducteur ne peut plus avancer par ses propres moyens. On attache un rondin aux 2 chenilles avec des câbles, perpendiculairement au sens de la marche. Le char engage sa vitesse, les chenilles commencent à tourner, attrapent le rondin et le tirent sous la caisse. Le rondin vient s'appuyer sur un sol ferme sous la boue liquide, et la machine avance de la longueur de sa propre caisse. On rattache ensuite le rondin, encore et encore, jusqu'à ce que le char en sorte. Sur le front de l'Est, les tankistes soviétiques appliquaient cette méthode partout dès les premiers mois de la guerre, en 1941. Le territoire de l'Union soviétique, ce sont des forêts, des marécages, des routes impraticables 2 fois par an. L'endroit où un char s'embourbe et l'endroit où l'on peut trouver un rondin coïncident souvent. La méthode fonctionnait aussi bien sur les chars T-34 et KV que sur n'importe quel autre véhicule à chenilles. Les tankistes allemands et alliés ont rapidement adopté cette pratique. On voit le rondin sur des photographies de chars Sherman américains, de chars Churchill britanniques et de chars Tigre allemands. Personne n'a inventé le rondin de manière délibérée. Personne n'a mené d'essai. Personne n'a donné d'ordre à ce sujet. Simplement, à un moment donné, le commandement militaire a constaté qu'un char sur 2 portait un rondin attaché à l'arrière et a intégré cela dans le manuel d'utilisation. Aujourd'hui, des supports spéciaux pour le rondin sont conçus directement dans la caisse du véhicule dès la phase de développement. Une solution trouvée par un tankiste anonyme dans la boue près de Smolensk est devenue un élément obligatoire de la construction des blindés partout dans le monde. Le Zimmerit. C'est cet enduit allemand appliqué sur les caisses de chars, reconnaissable à son motif strié, qui reste l'un des signes extérieurs les plus identifiables des blindés allemands du milieu de la guerre. Il était appliqué en usine et son utilisation était obligatoire. Il protégeait contre une arme que l'adversaire n'a en réalité jamais employée. En novembre 1942, l'armée allemande a commencé à distribuer à son infanterie sa propre mine magnétique, la Haftladung, une charge creuse équipée de 3 puissants aimants en forme de fer à cheval. Un fantassin courait jusqu'au char et fixait la mine sur n'importe quelle surface métallique. Les aimants la maintenaient en place. La charge pouvait percer un blindage allant jusqu'à 140 mm. Le commandement allemand s'est immédiatement inquiété d'une question simple. Et si les Alliés copiaient cette idée? En janvier 1943, le service des armements de l'armée a testé 5 méthodes de protection contre les mines magnétiques. Le béton, l'asphalte, la graisse, la peinture épaisse et la glace. Toutes se sont révélées insatisfaisantes. C'est alors que l'entreprise chimique berlinoise Zimmer a mis au point un enduit à base de barium, d'acétate de polyvinyle, de zinc, de sure et d'ocre. La pâte était appliquée en 2 couches pour une épaisseur totale de 6 mm, séchée au chalumeau, et donnait une surface rugueuse qui augmentait la distance entre l'aimant de la mine et le blindage. Le champ magnétique diminue avec le cube de la distance, et 6 mm suffisaient à empêcher la mine de tenir en place. À partir d'août 1943, l'application du Zimmerit est devenue obligatoire dans les usines. Chaque char, qu'il s'agisse du Tigre, de la Panthère ou du Panzer IV, sortait de la chaîne de montage avec ce revêtement strié caractéristique. Un seul char demandait plusieurs jours de travail. En septembre 1944, le revêtement a été supprimé après des rumeurs selon lesquelles il prenait feu lors des impacts. Ces rumeurs ont été vérifiées et se sont révélées fausses. Mais l'ordre de suppression n'a jamais été annulé. Au final, les Alliés n'ont jamais employé de mines magnétiques contre les chars allemands
en quantité significative. Le seul pays qui ait largement utilisé des mines magnétiques fut l'Allemagne elle-même. L'armée allemande a dépensé des milliers d'heures de travail et retardé la production de centaines de chars pour les protéger d'une arme qui n'existait que dans l'imagination allemande. Le Malcolm Hood. En 1941, des pilotes de chasse britanniques ont commencé à fixer eux-mêmes des rétroviseurs de voitures sur leurs avions. L'armée regardait cela avec désapprobation. Elle a ensuite commandé à l'industrie une solution meilleure et a obtenu une verrière de cockpit bombée qui a changé l'apparence de toute l'aviation de chasse. Le problème venait de la conception des cockpits fermés. Les premiers chasseurs avaient des cockpits ouverts, sans fuselage derrière le pilote, offrant une visibilité complète. Lorsque les cockpits ont été fermés pour protéger contre le flux à grande vitesse et assurer la pression, une carrosserie haute de fuselage s'est élevée derrière le pilote. Regarder vers l'arrière et vers le bas, dans l'angle mort d'où attaquaient les chasseurs allemands, devenait presque impossible. Sur le Spitfire et le Hurricane, les pilotes pouvaient tourner la tête, mais l'angle mort persistait. Les pilotes eux-mêmes ont trouvé la solution. Un simple rétroviseur de voiture fixé au-dessus du cockpit. L'armée ne l'approuvait pas officiellement, car le rétroviseur ajoutait de la résistance et réduisait la vitesse. Mais les pilotes continuaient à l'installer, car l'alternative était un Allemand qu'on ne voyait pas venir. En 1941, l'entreprise Air Malcolm a proposé une autre solution. Non pas un miroir, mais une verrière bombée et incurvée, coulissant vers l'arrière. Le Malcolm Hood élargissait le cockpit dans ses projections latérales et arrière, supprimant l'angle mort sans perte de vitesse. Sur le Spitfire, il a d'abord été adopté comme modification de terrain, installée par les pilotes eux-mêmes. Il a ensuite été produit en série. Plus tard, les Américains l'ont repris du Typhoon britannique et l'ont installé sur le P-51 Mustang pour tester le concept de verrière en gouttes d'eau complète. Les résultats se sont révélés si convaincants qu'à partir de 1943, la verrière en gouttes d'eau est devenue la norme sur le P-51D, le P-47D et la plupart des nouveaux chasseurs alliés. Le pilote qui a fixé le premier un miroir sur son avion a résolu un problème à lequel les ingénieurs n'avaient pas pensé. L'armée a interdit la solution provisoire et a fini par devoir en trouver une définitive. Le débarquement de chars. L'infanterie à cheval sur le blindage. Aujourd'hui, cela ressemble à une scène de film de guerre, des soldats assis sur l'arrière d'un char, agrippés à des poignées. En 1941, aucune poignée n'existait, et aucune autorisation officielle non plus. Les soldats montaient simplement sur le char, car sinon ils étaient distancés et le char avançait sans protection d'infanterie. Le problème venait de la vitesse. Les unités de chars soviétiques en offensive avançaient plus vite que l'infanterie ne pouvait marcher. Une infanterie distancée signifiait des flancs et un arrière sans protection, et des fantassins allemands armés d'armes anti-chars pouvaient s'approcher tout près. La solution a été trouvée par les soldats eux-mêmes. Ils montaient sur le blindage et avançaient avec le char. Aucun équipement, aucune préparation, aucune instruction. Il fallait simplement s'accrocher et ne pas tomber. Le commandement observait cela avec désapprobation, car les hommes sur un blindage découvert étaient vulnérables à n'importe quel tir. Mais en offensive, le débarquement de chars fonctionnait. L'infanterie ne restait pas en arrière, les chars n'avançaient pas sans protection, et les attaques progressaient plus vite. Près de Moscou, durant l'hiver 1941, ces débarquements se sont révélés particulièrement efficaces aux jonctions des positions allemandes et sur les flancs découverts. Vers 1942, le commandement a reconnu l'évidence. En 1944, le règlement de combat des troupes blindées et mécanisées de l'armée rouge a officiellement consacré le débarquement de chars comme procédé tactique. Des normes y sont apparues. Combien d'hommes pour chaque type de char? Comment se positionner? Comment descendre avant l'attaque? Sur le T-34, le règlement prévoyait de 8 à 10 hommes en débarquement. L'étape logique suivante a été la conception de poignées et de crochets spéciaux sur la caisse pour faciliter la prise. Aujourd'hui, les poignées de débarquement sont intégrées à la conception des blindés dès la phase de développement. Tout a commencé avec un soldat qui ne voulait simplement pas être distancé. Le panier de tourelles. Dans les années 1960, des tankistes israéliens ont commencé à souder sur les tourelles de leurs Centurion et M48 des paniers métalliques soudés. Ils servaient à ranger l'équipement de l'équipage.
affaires personnelles, rations, matériel de réserve. L'armée n'approuvait pas cela officiellement, et les concepteurs ne l'avaient pas prévu. L'armée a ensuite constaté que tout le monde le faisait, et a intégré le panier comme élément standard de construction. Un équipage de chars vit dans son véhicule pendant des semaines. La place à l'intérieur est catastrophiquement réduite. Affaires personnelles, munitions supplémentaires, nourriture, outils, tout cela doit bien être rangé quelque part. Les premiers paniers étaient artisanaux, des structures soudées en fer à béton et en tiges métalliques, fixées sur l'arrière de la tourelle. Chaque équipage avait sa propre forme, ses propres dimensions. Les Israéliens ont repris l'idée des tankistes arabes. Les équipages égyptiens et syriens sur les chars soviétiques T-54 et T-55 faisaient la même chose. Les concepteurs de chars ont assez rapidement découvert que ces paniers artisanaux réduisaient nettement la signature radar de la tourelle et offraient une protection supplémentaire contre les grenades à charge creuse. Le panier rempli d'équipements agissait comme un blindage espacé rudimentaire, faisant détonner la grenade avant tout contact avec le blindage principal. Cela n'avait pas été pensé délibérément, c'est simplement ainsi que fonctionne la physique. Les ingénieurs militaires israéliens ont constaté ce fait et ont commencé à concevoir les paniers de manière délibérée. Dans les années 1970, les paniers arrière de tourelle sont devenus un élément standard sur les Merkava israéliens, les M60 et M1 Abrams américains et les Challenger britanniques. Pratiquement tous les principaux chars de combat du monde en disposent aujourd'hui de série. Le Studebaker et la Katyusha. En 1941, la Katyusha était montée sur tout ce qui était disponible. Des camions soviétiques ZIS-6, des tracteurs, des chars KV. Puis, grâce au pré-bail, des véhicules américains ont commencé à arriver. Les équipages soviétiques ont testé plusieurs modèles, Chevrolet, International, Ford, Studebaker. Il n'y avait pas eu de mission officielle visant à faire du Studebaker la plateforme dédiée à la Katyusha. Les équipages ont simplement compris par eux-mêmes qu'il était meilleur que tous les autres. Le Studebaker US-6 était un camion militaire américain d'une masse totale d'environ 7 tonnes et demie, à 6 roues motrices, à 3 essieux. Sur les mauvaises routes, il passait là où les ZIS-5 et gaz AA soviétiques s'enlisaient, dans la boue, dans la neige, sur les chemins de terre détrempés. Après un tir de salve, la Katyusha devait immédiatement changer de position, car l'artillerie de contre-batterie allemande la repérait en quelques minutes. La rapidité du changement de position représentait la vie ou la mort pour l'équipage. Le Studebaker offrait cette rapidité là où les camions soviétiques en étaient incapables. Les artilleurs soviétiques l'appelaient le Studer, ou le roi des routes. La direction générale de l'artillerie a mené des essais comparatifs sur tous les types de camions prêtés-bail disponibles. Le Studebaker l'a emporté sur l'ensemble des critères. En avril 1943, le montage de la Katyusha sur le châssis Studebaker a été officiellement standardisé et la machine a reçu la désignation BM13N, le N signifiant normalisé, c'est-à-dire standard. Environ 200 000 Studebaker ont été livrés. L'Union soviétique fut si reconnaissante qu'en janvier 1945, le général Roudenko a remis à la direction de l'entreprise un album photo intitulé « Le Studebaker sur le front soviéto-allemand ». Après la guerre, les ingénieurs soviétiques ont étudié ce camion avec une telle minutie qu'ils ont utilisé sa cabine et sa partie avant comme base pour développer leur propre gaz 51. Le M113 au Vietnam. Le transport blindé de troupes américain M113 a été conçu comme un véhicule blindé fermé destiné à transporter l'infanterie. Les soldats devaient voyager à l'intérieur de la caisse, protégés par le blindage, puis débarquer avant l'attaque pour continuer à pied. Sur le terrain d'entraînement, cela semblait logique. Au Vietnam, il s'est avéré qu'en combat réel, ce schéma fonctionnait mal. Le problème venait de la visibilité et de la rapidité de réaction. À l'intérieur du M113, les soldats ne voyaient presque rien. Le véhicule entrait dans une embuscade, des tirs s'ouvraient à courte distance et les hommes à l'intérieur n'apprenaient ce qui se passait que trop tard. Sortir rapidement par les écoutilles étroites sous le feu était difficile. Les soldats ont donc commencé à voyager sur le blindage, à l'extérieur. Pas par plaisir. Ainsi, ils repéraient l'embuscade plus tôt, sautaient plus vite
et pouvaient ouvrir le feu immédiatement. Le commandement a d'abord interdit cette pratique. Le transport blindé avait été conçu précisément pour transporter les hommes à l'intérieur, pas sur le dessus. Mais les équipages et les soldats transportés ont continué à faire à leur manière. Très vite, le M113 au Vietnam s'est transformé, non pas en taxi blindé, mais en véhicule d'assaut improvisé. On y a installé des mitrailleuses supplémentaires, des boucliers blindés artisanaux sont apparus autour de la tourelle de commandement, et pour les mitrailleurs latéraux, et des poignées et des appuis sont apparus sur la caisse pour pouvoir s'y tenir en mouvement. C'est ainsi qu'est né le modèle qui a ensuite reçu la désignation officielle ACAV, véhicule d'assaut blindé de cavalerie. Bouclier pour les tireurs, poignées, nouvelle disposition de l'armement. Tout cela a d'abord été inventé et soudé dans des ateliers de campagne par les soldats eux-mêmes. L'armée a ensuite reconnu l'évidence et standardisé la modification. Le M113 est resté le même transport blindé de nom, mais dans les faits, sa construction et son mode d'emploi ont été réinventés par des hommes qui ont simplement refusé de rester assis à l'intérieur à attendre qu'on leur tire dessus. Les coupe-haies du bocage. Après le débarquement en Normandie, les chars britanniques et américains se sont heurtés à un obstacle absent de tout plan d'opération d'avant-guerre, aussi élégant soit-il, le bocage français. Les champs de Normandie n'étaient pas séparés par de simples haies vives, mais par de hauts talus de terre couverts de buissons épais et de racines. Pour l'infanterie, c'était un excellent abri. Pour un char, c'était presque un piège parfait. Lorsqu'un char tentait de franchir un tel talus, il s'enfonçait d'abord dans la terre, puis levait le nez, exposait le bas de sa caisse et restait suspendu quelques secondes devant la haie comme une cible de tir. Les équipages allemands connaissaient parfaitement ce moment et tiraient précisément à cet instant. Les tankistes ont vite compris que s'ils continuaient à forcer le passage de front, ils n'iraient pas loin. La solution a de nouveau été trouvée, non par les ingénieurs, mais par les équipages eux-mêmes sur le terrain. On a commencé à souder sur l'avant de la caisse des dents métalliques artisanales. Elles étaient fabriquées avec de l'acier disponible, des morceaux de poutre et, très souvent, avec des obstacles anti-débarquement allemands récupérés sur les plages. Ces dents s'enfonçaient dans le talus, tranchaient les racines et permettaient au char de le traverser sans relever sa caisse. La machine ne grimpait plus sur la haie, elle se contentait de l'ouvrir devant elle. La version la plus connue de ce dispositif a pris le nom du sergent Curtis Cullin, qui a proposé l'une des premières constructions efficaces. Mais l'essentiel est ailleurs. L'idée est née à la base. Les tankistes ont d'abord identifié le problème eux-mêmes, puis trouvé le métal eux-mêmes, puis soudé la solution eux-mêmes. Ce n'est qu'ensuite que les ingénieurs de l'armée ont commencé à reproduire les modèles efficaces et à les produire de manière centralisée. En quelques semaines, ces coupe-haies sont devenues une modification presque obligatoire pour les chars en Normandie. Une solution improvisée sur le terrain s'est transformée en équipement officiel. Le rétroviseur dans le cockpit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un chasseur pouvait être rapide, bien armé et parfaitement maniable. Mais si le pilote ne voyait pas ce qui se passait derrière lui, tout cela perdait rapidement son sens. Le problème de la visibilité arrière touchait presque tous les appareils de série. La verrière du cockpit, la carrosserie du fuselage, le dossier blindé, la forme même du fuselage, tout cela créait un angle mort dans la zone la plus dangereuse de l'espace environnant. Les pilotes et les techniciens soviétiques ont résolu la question de la manière la plus simple possible, installer eux-mêmes des rétroviseurs dans le cockpit. Il n'y avait là aucune idée d'usine élaborée. Simplement un petit miroir, fixé de manière à ce que le pilote puisse au moins apercevoir, du coin de l'œil, l'hémisphère arrière. Le champ de vision restait limité. Le miroir vibrait, n'offrait qu'un secteur étroit, et gênait parfois. Mais même ce fragment de visibilité valait mieux qu'une cécité totale vers l'arrière. Ces modifications ont d'abord été le fruit d'une pure initiative personnelle. À certains endroits, on utilisait des miroirs déjà fabriqués. Ailleurs, on ajustait les fixations sur place. Ailleurs encore, on les installait de manière presque artisanale. Mais la logique était évidente. Dans un combat manœuvrier, un pilote qui repérait l'adversaire une seconde plus tôt derrière lui obtenait une chance d'échapper à l'attaque. Et une chance, en aviation, représente déjà énormément. Lorsque ces miroirs sont devenus de plus en plus fréquents,
Le commandement et l'industrie ont cessé de faire comme si ce n'était qu'une invention isolée, propre à certains régiments. La solution s'est révélée trop simple et trop utile pour être ignorée. Sur les appareils de série tardifs et sur les versions modernisées, le rétroviseur est devenu un élément normal de l'équipement du cockpit. Les cuisines de campagne sur les chars. Un équipage de char peut combattre dans son véhicule pendant des journées entières. À l'intérieur, c'est exigu, à l'extérieur, c'est dangereux, et il est impossible de s'arrêter longtemps. Le problème de la nourriture dans ces conditions n'a pas été résolu par la logistique militaire, mais par la simple audace des soldats. Les équipages ont commencé à cuisiner et à réchauffer leur nourriture directement sur le char en utilisant les parties chaudes du moteur et du système d'échappement. L'idée était rudimentaire. Après une marche ou un combat, le compartiment moteur est brûlant. Les tuyaux d'échappement, les volets, les capots au-dessus du moteur, tout cela dégage une chaleur stable. On y posait des gamelles, des boîtes en fer blanc, des gobelets, des boîtes de conserve de rations. Pendant que le char roulait en colonne ou restait à l'arrêt avec le moteur en marche, la nourriture se réchauffait toute seule. Sur certains véhicules, on chauffait simplement du ragoût en conserve. Sur d'autres, on préparait du thé, de la soupe, de la bouillie. Au départ, il n'existait aucun dispositif spécial. Une pratique semblable existait dans différentes armées, mais ce sont surtout les équipages des blindés, qui n'avaient ni le temps ni la place pour une vraie cuisine, qui l'ont transformé très vite en habitude quotidienne du front. Le problème était évident. Un soldat qui mange froid plusieurs jours de suite finit par détester non seulement la guerre, mais aussi son propre véhicule. C'est ainsi que sont apparus sur les chars des supports en fil de fer, des porte-récipients rudimentaires, des cadres artisanaux au-dessus de l'échappement. Tout cela était fabriqué sur place, sans aucun génie d'usine. Le commandement n'est pas intervenu pendant longtemps, car il s'agissait formellement d'un détail mineur. Mais ce détail s'est révélé tenace. Lorsqu'une même solution apparaît chez des dizaines d'équipages, elle cesse d'être une invention isolée. Sur certains véhicules et dans certains lots de fournitures militaires, des fixations plus pratiques pour réchauffer les rations ont commencé à apparaître. Plus tard, l'idée même de réchauffer la nourriture grâce au moteur ou à l'échappement est devenue une fonction d'ingénierie presque évidente, et non plus une astuce de campagne. Les réservoirs largables fabriqués à partir de canoës. La guerre du Pacifique a très vite démontré une chose simple. Un avion peut être un excellent chasseur, mais si son rayon d'action est insuffisant, il devient inutile. Les îles se trouvaient à des distances énormes, les bases étaient rares. Le carburant manquait constamment. Les pilotes et les mécaniciens cherchaient sans cesse un moyen de tirer encore un peu plus de rayon d'action de leur appareil, même pour une seule étape supplémentaire de trajet. Les réservoirs largables réglementaires résolvaient le problème, mais n'étaient pas toujours disponibles partout. Sur les bases éloignées, l'improvisation habituelle du front s'est mise en place. On utilisait ce qui était à portée de main. Des matériaux légers locaux, du bois, du contreplaqué, des coques creuses de petites barques et de canoës comme base pour des réservoirs de carburant externes provisoires. L'objectif n'était ni l'esthétique, ni la durabilité. Un réservoir largable devait seulement transporter le carburant jusqu'au point voulu, puis être largué avant le combat. De telles constructions paraissaient grossières et, du point de vue de l'ingénierie, presque insultantes. Un chasseur à la pointe de la technologie qui tient en l'air grâce à un réservoir assemblé à partir de ce qui, la veille encore, gisait sur la plage comme une barque de pêcheurs. Mais à la guerre, la question se pose plus simplement. Si un objet provisoire offre une portée supplémentaire et ramène le pilote en vie, alors il fonctionne. Le théâtre du Pacifique imposait trop souvent un choix, non pas entre le beau et le laid, mais entre arriver au but et finir noyé. Lorsque les militaires ont constaté à quel point le problème du rayon d'action était critique, les réservoirs largables sont définitivement passés du rang d'astuces isolées à celui d'éléments obligatoires des opérations à longue distance. L'industrie a rapidement proposé des versions de série fiables et l'artisanat a disparu. Mais la logique est restée la même. La sonde télescopique du démineur. Le déminage a toujours ressemblé à un travail où l'on s'approche consciemment de la mort, à la distance d'un bras tendu. La sonde de démineur classique fonctionnait exactement ainsi,
une courte tige métallique avec laquelle on perçait délicatement le sol en biais en essayant de sentir le corps d'une mine. Le problème, c'est qu'une sonde courte signifie automatiquement une distance courte entre le démineur et la charge. Les démineurs allemands ont très vite compris que l'outil réglementaire était peu pratique et dangereux. La solution s'est révélée extrêmement simple, l'allonger. Dans les unités sont apparues des sondes composées et télescopiques qu'on pouvait assembler à partir de plusieurs sections ou déployer vers l'avant, augmentant ainsi la distance jusqu'à la zone suspecte. On les fabriquait parfois avec des tubes, parfois avec de fines tiges métalliques, parfois simplement en adaptant des pièces disponibles. Cela ne ressemblait pas à une merveille technique, mais à une simple bricole de campagne. L'avantage était trop évident. Plus les mains, le visage et la poitrine se trouvent éloignés de la mine, plus les chances que la journée ne se termine pas très mal augmentent. Une sonde télescopique ou composée ne rendait pas le déminage sûr. Elle le rendait simplement un peu moins insensé. Et à la guerre, cela suffisait déjà pour qu'une idée commence à se répandre presque toute seule entre les unités. Comme dans d'autres cas semblables, l'outil a d'abord été artisanal. Puis on a commencé à le reproduire de plus en plus souvent. Puis les services techniques ont constaté que la même construction apparaissait dans différentes unités sans aucun ordre venu d'en haut. C'est alors qu'a commencé une standardisation normale. Section, longueur, fixation, poignée pratique, emplacement réglementaire dans le kit du démineur. L'improvisation des soldats s'est ainsi de nouveau transformée en modèle officiel, simplement parce qu'il devenait impossible de continuer à l'ignorer. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et mettez un pouce bleu